La justice militaire s'est saisie de cette affaire et pour l'instant, toutes nos demandes d'explication se sont heurtées au secret de l'enquête. La petite fille de Souha, qui devait naître, devait s'appeler Sarah. Elle était d'une famille normale, unie, un père qui travaille, une mère au foyer, qui vivait à Alep. Et puis, la guerre a éclaté. On remonte le temps avec Louis Lema et Frédéric Chauffat. Alep, poumon économique de la Syrie, 2 millions d'habitants avant la guerre. C'est la plus ancienne cité urbaine du monde. Sa citadelle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Placée sur la route de la soie, au carrefour des civilisations, elle est célèbre pour son savon et ses légendaires derviches tourneurs. C'est ici que vivent Omar et Souha, à Al-Mashhad, un quartier populaire proche du centre-ville. Omar enseigne l'arabe dans un collège, tandis que Souha s'occupe de leurs enfants. Tous deux sont issus de grandes familles qui se retrouvent les week-ends pour faire des grillades à la campagne, près de Sarakeb, où vivent les parents de Souha, entourés d'enfants, de cousins et de proches. C'était des réfugiés syriens, des gens comme nous, vraiment comme nous, installés dans une vie, j'ai envie de dire presque petite bourgeoise en Syrie, mais en tout cas une vie tout à fait semblable aux nôtres, et tout d'un coup qui sont dans une situation de guerre épouvantable et qui débarquent chez nous. Notre vie en Syrie était belle. L'été, quand il faisait doux, le soir on se réunissait sans problème. Tous les jeunes du quartier, on buvait le café, le thé, on fumait le narguilé devant la maison de l'un ou l'autre. Et on se racontait notre vie, notre travail. Nous sommes en 2011. Dans la foulée des printemps arabes, une partie de la population syrienne réclame davantage de démocratie. Nous étions heureux et en sécurité jusqu'à ce que la guerre éclate. Le soulèvement sera écrasé dans le sang par le régime de Bachar el-Assad. Face à la répression féroce, la guerre éclate et s'étend dans tout le pays. Après avoir été un temps épargnée, la ville d'Alep s'embrase et sombre à son tour dans la plus terrible des violences. J'étais avec les enfants quand une roquette a atterri dans le mur de la cuisine. Le mur mitoyen avec mes voisins. Après cela, il fallait prendre une décision. Pas le temps de réfléchir. On y va ou on n'y va pas. Aujourd'hui, une roquette dans la cuisine, demain peut-être dans la chambre. Quand la guerre s'est installée à Alep, nous nous sommes exilés à la campagne, chez mes parents. Jusqu'à ce que les choses se calment. On était convaincus que c'était l'histoire d'une semaine ou deux. Un mois ou deux et tout serait fini. Mais la guerre les rattrape rapidement à Sarakeb. Omar et Souha doivent trouver un nouveau refuge. En Syrie, la guerre devient abominable. L'exode prend des dimensions sans précédent, au point qu'aujourd'hui, ce sont plus de 4 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont traversé la frontière pour fuir les combats. Les pays voisins sont rapidement submergés. 1 200 000 déplacés au Liban, 730 000 en Jordanie, plus d'1,5 million en Turquie. L'Europe craint elle aussi d'être prise d'assaut. Pourtant, seuls 5% de cette population exilée tentent de se réfugier au-delà des pays voisins. Omar est le seul dans sa famille à avoir un passeport. C'est ainsi qu'il part en éclaireur en Libye. D'abord Damas, puis il traverse l'Égypte afin de rejoindre sa sœur à Tripoli. Là, il se fait engager comme comptable dans l'entreprise de son beau-frère. Quand tout est en place, il peut faire venir le reste de sa famille. Souha et les enfants, bien sûr, mais aussi sa mère, son père et plusieurs frères et sœurs. Après une séparation de 4 mois, ça a été un des plus beaux jours de ma vie de revoir mes enfants et ma femme. La Libye vient de se libérer de 40 ans de dictature. Une démocratie semble se mettre en place. On y parle arabe. C'est pour Souha, Omar et leurs proches un lieu idéal pour poser leurs valises en attendant que le calme revienne en Syrie. Omar gagne correctement sa vie. Avec un salaire de 1 300 $ par mois, il a loué une grande maison et arrive même à mettre de l'argent de côté. La famille respire et bonne nouvelle, Souha est à nouveau enceinte.
Mais en Libye, les espoirs d'une vie nouvelle ne vont pas durer longtemps. Le pays replonge dans la violence. À l'intervention armée de l'Occident qui a renversé le régime Kadhafi, succède un chaos généralisé. Une insécurité totale. Je me suis dit, autant retourner en Syrie et mourir chez moi. Plutôt que mourir ici, autant être enterré dans mon pays. Mort pour mort. En cette période, la fuite par la mer s'est répandue en Libye. J'ai proposé l'idée à ma femme et je lui ai demandé son avis pour partir en Europe. Elle m'a dit, j'ai peur de la mer. Il faut partir au plus vite pendant que les conditions météo sont favorables. La naissance du nouveau-né rendrait tout départ impossible et la famille craint d'être à nouveau piégée par la guerre. J'ai hésité, mais quand j'ai vu que la situation empirait en Libye, j'ai accepté. La traversée vers l'Europe est dangereuse et illégale, mais ils n'ont pas le choix. On a pris contact avec un passeur qui s'appelle Radouane. Il était différent des autres passeurs, de ceux qui, quand tu arrives là-bas, changent d'attitude. Il te menace avec les armes, impossible de faire marche arrière. Et au milieu de la mer, tu sautes dans l'eau avec une arme sur la tempe. Il a dit qu'il prenait 1 000 $ par adulte et que c'était gratuit pour les enfants. Il a promis un excellent voyage avec des mots mielleux. Nous sommes partis. Nous sommes venus en Europe par la mer. Quand nous sommes arrivés devant le bateau, de 16 ou 17 mètres, j'ai été surpris de voir qu'il y avait à peu près 350 personnes. La salle des machines était pleine, et le pont aussi. Le temps de nous embarquer tous un par un, c'est vers 2h30, 3h du matin que le bateau est parti. On s'est assis en rang, collés les uns aux autres. Là, nous avons réalisé l'ampleur de la bêtise qu'on commettait. Et comme je disais, on ne pouvait plus faire marche arrière. C'était un fort sentiment d'angoisse. Plus qu'une majorité de Syriens, c'est une majorité d'enfants qui est montée dans le bateau. Vraiment jeunes. Il y avait même un bébé de 2 mois. Le prix de cette loterie, 12 000 $ cash pour Omar et ses proches, l'équivalent de 10 mois de salaire. À l'échelle planétaire, le trafic des personnes est devenu un véritable business tout aussi lucratif que la drogue et les armes. J'ai mis mes enfants entre ma femme et moi. On les a recouverts et ils se sont endormis. Il n'y avait pas de cris. Quand on regarde la mort dans les yeux, on ne crie pas, on ne pleure pas. À ce moment-là, je pensais, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu les as écoutés? Pendant ces 13 heures, je n'ai cessé de penser que le bateau allait chavirer, qu'on allait mourir. Je sais que beaucoup de gens sont morts en mer. Personne n'a pu les sauver. Ce n'est qu'au milieu de l'après-midi qu'un navire de la marine italienne va les recueillir. Quand le bateau italien s'est approché, c'était comme si la vie revenait à nous. On était soulagés. On a senti l'espoir revenir. Même les enfants se sentaient mieux sur le navire italien. Ils passeront encore 3 jours en mer, sur un autre bateau plus grand, sillonnant la Méditerranée en quête d'autres survivants à repêcher. Ils sont maintenant plus d'1 millier sur le navire. Lorsqu'on a été transféré sur le 2e bateau,
J'ai été auscultée par 2 médecins. D'après l'échographie, tout allait bien. Encore quelques jours et j'entrais dans le 8e mois. En 2014, la marine italienne a secouru plus de 200 000 migrants, dont une bonne partie de Syriens. Ce seul week-end de juin, elle en aura sauvé plus de 5 000. Mais cela n'empêche pas de nouveaux drames. Faute de soutien de l'Europe, l'Italie décide, fin 2014, de suspendre ses opérations de sauvetage à grande échelle. Avril 2015, nouvelle catastrophe. 800 morts viennent s'ajouter aux 4000 victimes qui ont déjà péri en une année. L'Europe est forcée d'intervenir et renforce ses moyens d'action. Mais son but officiel reste le même, protéger les frontières et non venir en aide aux migrants. Les grandes puissances sont incapables de mettre fin à la guerre. À New York, à Genève, à Montreux, les responsables de la planète rivalisent de belles paroles et se renvoient la balle. Rien de concret n'est entrepris pour venir en aide à la Syrie. Et la Suisse, comme le reste de l'Europe, n'a aucune réponse à apporter à la question des réfugiés, de plus en plus nombreux à fuir les guerres. L'ONU et les États qui ont su mobiliser la communauté internationale. L'Europe occidentale, et singulièrement la Suisse, sont extrêmement attractives pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas des conditions de vie telles que les nôtres, et c'est-à-dire l'immense majorité de l'humanité. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il faut bien voir que si vous n'êtes pas extrêmement strict en matière d'asile, vous ne serez plus en mesure d'accueillir, entre guillemets, les vrais réfugiés. Mais quelles épreuves faut-il traverser pour être considéré comme un vrai réfugié? Nous avons perdu nos valises en mer. À part les habits sur nous et nos papiers, nous n'avions plus rien. Arrivés à Naples, l'accueil était chaleureux. Ils sont venus nous aider et ils nous ont fourni des habits et à manger. Après, on est parti à Milan. Soua et Omar n'ont qu'un désir, rejoindre les leurs en Allemagne. Ils prennent un premier train vers le nord. Les autorités italiennes n'ont à aucun moment enregistré leur arrivée en Italie et ils deviennent de fait, qu'ils le veuillent ou non, des clandestins. L'Italie ne fait pas son travail. Ça veut dire qu'ils n'enregistrent pas les réfugiés comme eux, ils devront. Et d'autre part, on comprend très bien cette situation parce que les autres pays de l'espace Schengen ne participent pas à prendre les réfugiés, à leur donner un séjour dans leur pays. Ils refusent et puis ils laissent l'Italie seule avec cette problématique. On a dit à la famille Schneid que Milan était la porte d'entrée de l'Europe. C'est le même message qu'ont entendu des milliers d'autres exilés. Ils se retrouvent tous ici, à la gare centrale. Malgré les accords de Dublin, l'Italie ferme les yeux face à ces milliers d'importuns. Bien plus, elle les encourage vivement à passer leur chemin vers le nord. On est arrivé à Milan vers midi. Il y avait un bureau pour l'enregistrement des Syriens, ceux qui arrivaient par la mer ou par ailleurs et qui continuaient le chemin vers l'Europe. Avant de prendre les billets, j'ai demandé le chemin le plus facile pour arriver en Allemagne. Chacun me donnait son avis et parmi eux, un m'a dit Paris. Et de Paris, aller à Munich. C'est le meilleur trajet. Personne ne t'arrête et il n'y a pas de problème. On est monté dans le train à 23 h. C'était un train couchette. Cette nuit-là, le 3 juillet 2014, c'est donc ce train, l'Euronight 220, que choisiront Omar, Soua et leur famille pour se rapprocher de l'Allemagne, sans se douter qu'ils n'arriveront jamais à destination.
Yves Dacore, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général du CICR. Vous connaissez bien la problématique des réfugiés. Alors, on vient de voir l'histoire de cette famille syrienne. Qu'est-ce que ça vous inspire? De la tristesse, de la compassion aussi. Et puis je me dis quand même que ça pourrait en fait être nous. Ça pourrait être ma famille, au fond. C'est toujours à ce que je pense en premier. Je suis aussi... Et ce qui me trouble le plus, c'est aussi de savoir que c'est une histoire qui est en train de pas se finir. On voit cette histoire de cette famille-là, mais on sait aussi que le conflit en Syrie, malheureusement, dure et il va continuer à durer. Et donc, j'ai vraiment la crainte de nous voir confrontés à plus d'histoires comme ça, à plus d'histoires tristes comme ça. Donc, dans le fond, c'est une histoire qui nous concerne tous. Et pourtant, on l'a vu, personne, absolument personne, n'a porté secours à cette femme qui était en train de perdre son enfant. Est-ce que, dans le fond, nous vivons dans une société qui est devenue inhumaine ou peut-être dépassée? J'ai l'impression que les gens ne sont pas plus inhumains aujourd'hui, mais chacun est dans son rôle finalement. Les gouvernements essayent de faire ce qu'ils peuvent, les policiers, les douaniers travaillent, nous-mêmes on est dans notre logique. Et aujourd'hui il y a une difficulté peut-être de sortir de notre cadre. La Syrie, on a l'impression que d'un côté c'est très loin, mais en même temps c'est très près. On est à quelques kilomètres si vous regardez une carte, on n'est pas si loin que ça, aujourd'hui on a des moyens. Et il faut qu'on sache que les réfugiés ne vont pas s'arrêter au Liban, ils vont venir chez nous. C'est notre problème et on doit comprendre cet enjeu-là de plus en plus. Alors nous avons reconstitué le périple de cette famille en Méditerranée qui tente de traverser la mer sur un bateau surchargé. Et les statistiques sont absolument affolantes. 10 personnes qui meurent chaque jour en Méditerranée. C'est tragique, c'est vrai. Et on sent ça. Et on voit, si on prend simplement l'exemple de la Syrie, c'est aujourd'hui à peu près 20 à 22 millions de personnes qui vivaient en Syrie. La moitié de ces gens sont affectés directement par la guerre. Beaucoup d'entre eux sont partis. Et ceux qui sont partis, en plus, c'est ceux qui ont pu se permettre de partir. Vous imaginez que ceux qui sont restés, c'est les plus pauvres. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui partent où? Ils partent au Liban, ils partent en Turquie. Et s'ils n'ont pas d'autre choix, ils vont continuer à venir jusque chez nous. Et donc, c'est des centaines de milliers de gens qui, effectivement, ont envie aujourd'hui de prendre le risque. On imagine le risque que c'est de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Alors, on va esquisser des pistes tout à l'heure. Vous restez avec nous.